Livre audio L'étrange univers du schizophrène par Sophie Chrysen ou Un étrange univers par Sophie Chrysen, c'est le même texte. Prologue. Le jour où tout a basculé, je rêvassais le regard perdu dans le ciel lumineux. Des martinets, vifs et graciles, volaient haut. C'était le signe que le temps allait se maintenir au beau. Il n'y avait pas un souffle de vent, mais de l'air, oui. Le chant doux et puissant des cigales résonnait comme une symphonie. Parfaite journée de fin de saison. L'été indien sur la Côte d'Azur était formidable. J'appréciais cette période sans touristes qui réservait ses trésors aux autochtones. Dehors, je fumais une dernière cigarette, profitant pleinement de cette beauté. Assise sur les marches de ma voisine, dans la ruelle sertie de murs de pierre, je levai les yeux vers le ciel. Je m'imaginais déjà voler aux côtés des hirondelles quand, soudain, la voix familière de ma mère se faufila par la fenêtre et brisa ma rêverie. À table! J'écrasai mon mégot et rentrai. Mon frère, ma sœur et moi étions assis dans la salle à manger. Ma mère avait dressé le couvert comme à l'accoutumée. Une nappe en un tissé jaune avec de grosses efflorescences orange et ses fameuses assiettes en arcopale noir. Du genre qui se brise en 1000 éclats si par hasard elle vous échappe lors du service. Le rôti trônait sur la table. Mon père avait disposé sur le dessus le bouquet garni comme s'il s'agissait d'une composition florale. Il faisait ses petits coups en douce, des carottes en forme de fleurs, des volcans de purée. Ce qui nous amusait toujours. Chez nous, les repas prenaient souvent un petit air de fête. La purée blanche maculée de grains de poivre moulus contrastait avec le noir étincelant de la vaisselle. Nous venions tout juste de commencer à manger quand mes parents proposèrent un programme pour l'après-midi. Ma mère se racla la gorge, chercha furtivement le regard approbateur de son mari, puis avec l'un de ses tons les plus aimables, de ceux qui n'engendraient que des réponses positives, elle demanda: Les enfants, est-ce qu'une promenade vous ferait plaisir? Bizarre. Cela n'avait plus rien de coutumier depuis que tous les trois avions quitté la maison. Il fut une époque où ce genre de sortie familiale était courant, mais ce n'était plus du tout d'actualité. Être réunis tous les 5 pour un déjeuner paraissait déjà extraordinaire. Généralement, le café brûlant à peine bu, un merci lancé à la cantonade et 2 bises légères nous libéraient de nos obligations filiales. Chacun reprenait sa vie. Nous, celle de jeunes adultes occupés, et mes parents, la leur, partageant leur solitude de retraités en tête-à-tête. J'avais toujours détesté les surprises. Les anniversaires surprises, les invités surprises, et même les pains surprises et autres pochettes surprises. Je suis de nature assez émotive et les surprises ne me conviennent pas. La perspective d'une promenade inattendue avait déclenché en moi un questionnement intense et inquiétant, alors que je n'aspirais qu'à profiter des 28 degrés prévus par la météo et de ma relative solitude. Je ne m'attendais pas à devoir égayer la vie de mes parents qui avaient du mal à retrouver leur marque sans leur nicher. Malgré tout, et afin de ne pas rompre ce petit moment de félicité parentale et fraternelle, je ne répondis rien.
Le reste du repas fut pris dans un silence religieux, tant la question de ma mère nous avait paru incongrue. Je m'assis calmement à l'arrière de l'Opel Corsa. Ni mon père au volant, ni ma mère à ses côtés ne mentionnèrent un seul indice quant à notre destination. Je ne leur posai pas de questions, ne voulant pas gâcher leur effet. En silence, j'échafaudai des hypothèses. Papa démarra. Le vrombissement du moteur semblait être le seul bruit autorisé à bord. La route empruntée, inédite, n'évoquait en moi rien de familier. Je pensais de manière automatique à Auschwitz, au vu de l'ambiance qui régnait à l'intérieur et du fait que c'était mon cerveau et non pas moi qui fabriquais des pensées. Mais vraisemblablement, c'était bien trop loin pour un départ si tardif. J'invalidai cette piste farfelue, bien que le doute persistât dans mon esprit. Pendant près d'une demi-heure, la voiture emprunta les routes tortueuses de l'arrière-pays. Dans les virages, la force centrifuge me berçait. À gauche, à droite, clip, collé contre mon frère, clap, serré contre ma sœur. Le doux ronron du turbo et la tendre proximité de ma famille me procuraient un étrange sentiment de sécurité. Je me sentais si bien que j'en oubliais un instant la destination finale. Mes émotions, ambivalentes, oscillaient entre vive anxiété et confiance excessive. L'automobile s'immobilisa devant un bâtiment massif et sans âme, semblant tout droit sorti de l'ère soviétique. Sur le parking, une myriade d'ambulances. Des blanches, des bleues, des rouges et jaunes, comme celles des pompiers. Le nom d'une des compagnies me fit sourire. On pouvait lire en lettres noires Ambulance Grand Voyage. Un grand voyage en ambulance me paraissait risqué. Je me sentis privilégiée. J'arrivais là avec une Opel immatriculée DAD06. J'observais le balai incessant des véhicules avec gyrophares. Les blancs, gyrophares bleus, les bleus, gyrophares bleus, les rouges, gyrophares bleus. Quel spectacle! À vous faire tourner la tête. J'en tirai aussitôt deux conclusions. La première, peu importait la couleur du véhicule, les gyrophares étaient bleus. La deuxième, je n'avais aucune idée ni de l'endroit, ni de la raison qui nous avait conduits ici. Ce dimanche de septembre ensoleillé. La surprise. Quant aux piétons, il n'y en avait aucun en état de marche. Celui-là assis sur un fauteuil roulant, d'autres aidés d'une béquille ou d'un cadre. Un autre encore traînait derrière lui, d'un côté sa fumée de cigarette et de l'autre sa poche de perfusion fixée sur un trépied à roulettes. Mon esprit persistait à ne pas bien comprendre quand soudain une voix intérieure et menaçante se détacha du vacarme ambiant et articula dans mes oreilles. Ils sont tous là, tu es fichu, ils vont te faire payer, tu verras. Première partie. Chapitre 1er. Mon diplôme obtenu, je fis le choix du tarif déconventionné, plus par obligation que par conviction. Je pouvais facturer mes séances une centaine d'euros, remboursant ainsi le coût de mes longues années d'études. Déontologiquement, cela ne me posait pas de problème. Il était admis qu'une psychothérapie était d'autant plus efficace que le patient y participait financièrement.
Si l'implication de mes clients était indispensable, elle se devait d'aller au-delà d'un simple débit de carte bancaire. Du moins, c'était mon sentiment. Peu importe, je débutais avec toute la fougue de ma jeunesse dans un bureau flambant neuf. L'application du précepte du maître m'ôtait toute forme de culpabilité, d'autant que mon banquier, lui, voyait cette coutume d'un très bon œil. C'était une relation gagnant-gagnant, du moins entre mon financier et moi. J'atteignais enfin le statut de psychiatre. Les malades dirigés chez moi par les autres cabinets se pressaient à la porte. L'exercice requérait trois paramètres indispensables: des souffrants, des maux et des remèdes. Je ne manquais ni de candidats ni de douleurs. Nous placions sous le terme maux un ensemble de symptômes que nous associons entre eux pour définir des pathologies. Les états d'âme étaient même devenus des maladies définies scientifiquement. La timidité, par exemple, était caractérisée par plusieurs manifestations. Rougeur des joues lors d'une prise de parole en public, sueur à l'idée de pénétrer en premier dans un restaurant, élévation du niveau cardiaque dans une situation sociale, trac avant d'entrer en scène. Le corps médical l'avait renommé phobie sociale. La difficulté était de définir la limite entre les deux, n'ayant pas pour consigne d'effectuer des mesures cardiaques ou de tension pour pouvoir le déterminer. Il eût fallu établir des niveaux comme le nombre maximum de battements du cœur à la minute pour lequel cette timidité serait considérée comme anormale. La phobie sociale pouvait aussi être caractérisée d'anxiété, d'angoisse ou de stress. L'anxiété et l'angoisse étaient définies par les mêmes caractéristiques que la timidité: rougeur, bégaiement, augmentation du rythme cardiaque. Seule la source était différente, la timidité étant basée sur la peur des autres. Le stress en général pouvait avoir une origine connue: sociabilité, travail, araignée, traumatisme, ou inconnu, ce qui ne facilitait pas l'établissement du diagnostic. Globalement, nous avions un nombre défini de mots que nous classions en fonction de leur force, leur origine, leur mélange, pour former une multitude de maladies. J'en avais ainsi plus de 500 classifiés dans le grand livre de la psychiatrie occidentale, le DSM, ou Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Des catégories apparaissaient ou disparaissaient à chaque nouvelle version. Ou bien c'était la définition ou la description de celle-ci qui variait. L'homosexualité avait ainsi été retirée de la liste dans les années 1980, au profit de la pathologie je ronge mes ongles, je ne vide jamais mon grenier, j'accumule, l'anticonformisme ou même le franc-parler. Si ma salle d'attente avait été vide, j'aurais pu associer une et même plusieurs classes à n'importe quelle personne. Je m'efforçais de ranger mes fidèles dans ces cases pour prescrire le traitement adéquat. Presque omnubilé par cette partie de mon travail qui m'imposait d'essayer de référencer des êtres humains. 500 étiquettes et seulement 3 ou 4 types de médicaments. Ce qui améliorait le travail de prescription, car même si je me trompais dans mon évaluation, je retombais sur une thérapeutique adaptée, comme le chat retombant sur ses pattes. Anxiolytiques, somnifères, antipsychotiques, antidépresseurs. Il n'était pas interdit de les mélanger. Je disposais de ces compositions vendues très cher et dont nous ne connaissions pas grand-chose, et surtout du pouvoir de les prescrire. Sur ce point, j'étais plus chercheur en pharmacie que convaincu de l'efficacité de mes ordonnances. Un demi-millier de possibilités pour traduire 3 grands types de parallaxes psychiatriques: les névroses, les psychoses et les perversions, qui pouvaient s'expliquer plus simplement.
Les névrosés restaient ancrés dans la vérité communément acceptée, mais avaient du mal à la supporter. Les psychosés vivaient en réalité augmentée, agrandissant comme avec une loupe les défauts du réel sous forme d'hallucinations. Les pervers n'y croyaient pas, s'arrangeant avec elle et la détournant en leur faveur. L'exactitude première était impossible à atteindre pour tous, que l'on soit malade ou pas. Je me questionnais sur ce qui différenciait un malade d'un sujet sain, constatant que la nuance était ténue. Finalement, les gens normaux étaient soit d'anciens souffrants qui avaient réussi à accepter leur décalage, soit des sujets sains car ignorant des modifications de la subjectivité, soit des pervers pour qui la preuve même de ces différences ne suffisait pas à convaincre de leur existence. Pour ces derniers, ils pouvaient être considérés comme non malades, car nous avions peine à les identifier, et quand nous y parvenions, nous partions du principe que nous ne pouvions rien y faire. La manipulation frôlait ainsi la normalité. J'aboutissais à la conclusion que le problème venait de la manière d'appréhender la dure réalité. Logiquement, je comprenais difficilement que nous nous contentions d'agir sur les symptômes. Il me parut plus naturel d'essayer d'étendre le sens commun, bien que ce fût beaucoup trop ambitieux, voire impossible. Enfin, en tant que psychiatre, on ne me demandait pas de chercher des solutions, ni même de guérir, mais d'éviter des débordements. Ce que je fis avec application pendant 3 ans, remboursant mon emprunt, prescription après prescription, creusant le trou de la sécurité sociale et gonflant le porte-monnaie des gros laboratoires. Mon cabinet sentait encore la peinture fraîche. Je me réjouissais d'avoir en ma possession le terminal carte bleue qui allait par simple pression combler mon compte crédit étudiant ouvert il y a plus de 10 ans. Sophie avait 20 ans lorsqu'elle se présenta pour la première fois. Elle entra d'un pas déterminé, presque colérique, et prit place face à moi. Le son discret de ses pieds sur le sol contrastait avec la vivacité du reste de son corps. Elle avait le pas léger d'une danseuse. Son regard fixait le plancher. Ses mouvements étaient à la fois vifs et doux, précis et mesurés, même lorsqu'elle se laissa tomber lourdement sur le siège central. Son corps paraissait consumer l'énergie comme un feu de forgeron. La chaleur qu'elle dégageait lui procurait un charisme incroyable malgré son immobilité et son silence, recroquevillé sur son siège, presque catatonique, comme un autiste plongé dans son monde. Ses parents la suivaient de près. Sa mère passa la porte en premier, comme la bienséance le recommande. Puis son père. Contrairement à Sophie, ils étaient hésitants, comme s'ils n'avaient pas vraiment voulu être là. Je dus les inviter d'un geste de la main et j'ajoutai « Je vous en prie, asseyez-vous ». Ils s'assirent du bout des fesses autour de Sophie. Leur veste fermait jusqu'au cou, malgré la chaleur. La mère serrait son sac sur ses genoux. La femme d'affaires paraissait bien démunie quand il s'agissait de santé. Je remarquai rapidement sa posture gênée dans le fauteuil, sa mine désemparée, comme si elle venait avouer un grand échec, une mise en scène redoutée de son impuissance de mère. Le père essayait de gérer la situation. D'un côté, sa fille fragile, de l'autre, sa femme chamboulée et fébrile. Bien que décelant une grande anxiété de la part des parents, je qualifiais cette famille de stable. Après quelques minutes de silence imposé par les méthodes de psychothérapie classique, je questionnai Sophie. « Bonjour Sophie,
Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Mes parents, répondit-elle en un éclair. Elle reprit sa posture fermée et se mua dans un long silence qui semblait vouloir dire: Si tu n'as pas mieux comme question, restons-en là. Ses parents se relayèrent pour me raconter la suite, chacun se grattant la gorge avant de prendre la parole. Sophie, alors étudiante en licence, ne se sentait pas bien dans son appartement. La maman précisa qu'elle avait pourtant vraiment tout le confort nécessaire à son bien-être. Le père ajouta qu'elle se sentait épiée par ses voisins, qu'elle les entendait sans arrêt comploter contre elle. Il confia que Sophie leur avait dit ne plus vouloir allumer la télévision, car les informations y étaient systématiquement dramatiques et lui provoquaient de graves angoisses. Elle avait même parfois l'impression que l'écran s'adressait directement à elle en l'accusant. Elle se sentait alors coupable et avait le sentiment d'être responsable des catastrophes qui défilaient dans la boîte. Le présentateur annonçait les titres: Inondation terrible au Bangladesh, incendie sans fin en Australie, braquage qui tourne mal, 2 morts. Puis, il s'interrompait, se détachant du décor pour la prendre à partie. Vois-tu, Sophie, ce que tu as déclenché? Tout ceci est ta faute. Mais à quoi tu pensais, Sophie, bon sang? La culpabilité, la peur lui étaient devenues insupportables. Elle était persuadée qu'elle était la source de ces horreurs. Elle savait qu'elle avait une part de responsabilité, mais n'arrivait pas à déterminer comment elle avait pu créer tant de malheur. Quelle idée, quelle pensée, quel mot, quelle situation, quelle conversation, quel acte, quel geste avait pu provoquer ces cataclysmes? Et pourquoi? Par quels moyens? Comment était-ce possible? La conscience collective? Les neurones miroirs? Elle soupçonnait l'effet papillon, mais n'envisageait pas d'explication tangible. C'était plutôt très prétentieux de se croire à l'origine de tout, ou alors courageux, voire téméraire, peut-être fou, ou tout simplement absurde, mais elle en était sûre. Tous ces événements avaient un lien de cause à effet direct avec son propre comportement ou ses idées. Elle vivait les viscères à l'envers, dans l'effroi même de penser ou d'agir, au risque de pouvoir engendrer de nouveaux désastres. Ses sorties les plus anodines étaient devenues terrifiantes. Elle pouvait lire dans les pensées des gens. Ce qui était le plus difficile, c'était qu'elle ne percevait que les pensées négatives, les zones les plus sombres de ses congénères. Dans un monde nouveau, son corps ne la protégeait plus, comme s'il était métamorphosé en pâte de verre. Elle devenait un homme de cristal, transparent et fragile. Ainsi, elle était à la merci des regards impudiques et voyeurs qui prenaient plaisir à pénétrer au plus profond d'elle-même. C'était déconcertant et désagréable d'avoir le sentiment de ne plus connaître d'intimité. Transpercée par leurs regards, violée par leur lubricité, salie par leur jugement silencieux qu'elle pouvait entendre, brûlée par leur curiosité, souillée par leur jalousie, abîmée par leur colère, traversée de toutes parts comme si sa peau ne filtrait plus. Elle ne pouvait plus rien cacher. Son monde était devenu sombre, catastrophiste, mauvais, un véritable enfer dans lequel il lui était impossible de vivre. Sophie scrutait avec attention les livres et autres décorations que j'avais posées sur l'étagère dans mon dos. Écoutant d'une oreille les propos de ses parents,
J'avais accroché les 3 petits singes de la sagesse, dont chacun se couvre une partie différente du visage avec les mains. Le premier les yeux, le deuxième la bouche et le troisième les oreilles. Ils étaient placés sur le mur comme perchés sur mon épaule gauche. C'étaient les visiteurs qui en profitaient. Elle observait la pièce dans tous ses détails, n'hésitant pas à se retourner pour réaliser son scan visuel. Il y avait une horloge avec des chiffres romains que ma grand-mère m'avait donnés. Peut-être que sa présence rappela à Sophie qu'elle s'ennuyait, car elle soupira, sans se préoccuper de savoir si elle était seule ou en société. Certains de mes patients passaient leur temps à regarder la grande aiguille suivre son chemin, imperturbables, comme hypnotisés, remuant le tronc d'avant en arrière, enfermés dans leur tête catatonique. Au son du tic-tac, ils préféraient attendre la fin de la consultation sans rien dire plutôt que d'entamer un dialogue thérapeutique. Je n'avais pas réussi à créer le lien de confiance nécessaire à la communication, à la relation humaine et à la guérison par la parole. Ce que j'avais appris et que je réussissais à merveille, c'était faire patienter mes patients. Les mettre devant une horloge qui aurait sorti des prescriptions en lieu et place du coucou aurait tout aussi bien fait l'affaire. Ting, 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 vrrr. 3 milligrammes de je vais mieux tous les soirs. Au suivant. J'avais su rapidement que des malades qui attendaient ou même qui s'exprimaient, cela ne suffisait pas. La séance de Sophie arriva à son terme. Je dressai rapidement un bilan des mots qui l'habitaient, suivant les catégories du DSM. Un cocktail de paranoïa, d'angoisse et le plus gênant, quelques voix envahissantes dans sa tête, des hallucinations auditives. Sa mère précisa qu'elle avait fumé de la drogue et ajouta quelle plaie c'était pour la société. Je classai la jeune Sophie du côté des psychosés. Je choisis la risperidone à petite dose, 4 mg par jour. Je supposais que cette dose pourrait calmer ses frayeurs et lui permettrait de poursuivre ses études. La marijuana à elle seule me ramenait des tas de cas qui se tapaient des mauvais voyages. Au lieu de passer un moment de détente et d'exacerbation des sensations agréables, c'était le contraire qui se produisait. Le voyage au pays de la fumée s'avérait brumeux, sombre et fort inconfortable. Je les connaissais bien, ces cas-là. J'agissais de manière systématique, presque procédurale, toujours avec la même molécule, sans distinction particulière d'un individu à l'autre au départ. C'est après, en fonction des réactions personnelles à la cure, que je révisais la dose ou la molécule. C'était le cas de Sophie. Je pris mon air le plus rassurant possible et je dis « Sophie, vous n'êtes pas bien ». Objectivement, au moment précis où je prononçais ces mots, je ne remarquais pas réellement des comportements délirants chez Sophie, sinon un peu d'agitation. Je me basais sur le rapport de ses parents, appliquant comme il se doit le principe de précaution. J'ajoutais: je vais vous prescrire de la gespéridone, 4 mg que vous prendrez au coucher. Si ça ne va pas, vous m'appelez. C'est un neuroleptique de deuxième génération, ce qui évitera de nombreux effets secondaires désagréables. Ah, surtout, ne fumez pas de joint, Sophie. Allez, on se revoit dans un mois pour faire le point. Je lui tendis l'ordonnance et me levai pour signifier la fin de notre entretien, les raccompagnant bras ouverts vers la porte de sortie. Je le savais, il y avait de bonnes chances que ces symptômes délirants dérivent en schizophrénie.
De leur persistance et de leur chronicité dépendrait l'établissement du pronostic. Les bases du syndrome étaient là: hallucination, délire. Le choc qu'engendrait l'annonce de la prise en charge psychiatrique et la puissance destructrice des pilules auraient vraisemblablement raison de la force de guérison de Sophie. D'elle ou de sa maladie, je ne misais pas sur elle. Je ne dis rien de mes points de vue pessimistes. J'avais déjà mentionné que ces comprimés seraient à prendre à long terme, probablement à vie, et qu'il serait dangereux de les interrompre ou de les supprimer. Je me tue également sur les transformations que leur fille allait subir si elle suivait à la lettre ma préconisation. J'assumais plus ou moins consciemment le fait que mon protocole affaiblirait de manière concomitante Sophie Chrysen et la schizophrénie. Elle serait d'emblée condamnée à venir rechercher sa pharmacie fréquemment. Je rédigeais de manière très professionnelle la feuille médicale d'affection longue durée, ALD. Les consultations et médicaments de Sophie seraient directement payés par la sécurité sociale pendant 5 ans. Ce contrat était tacitement renouvelable, bien qu'aucun alinéa ne le stipulât explicitement, pour ne pas affoler les bénéficiaires. Il était évident qu'elle serait obligée de revenir. On le savait, les neuroleptiques deviendraient essentiels. Non seulement les visites mensuelles m'assuraient pour chaque client à minima 12 rendez-vous annuels, mais les soins nécessaires pour guérir des effets secondaires me garantiraient une assiduité encore plus importante. Je savais que j'aurais aussi à soigner les effets de mon propre remède. Dans les possibles, je devais dealer avec une addiction au cachet, une boulimie importante, des problèmes de libido ou une dépression due à la simple évocation d'un problème psychiatrique. Retentissements qui seraient pris en charge comme des maladies à part entière et susceptibles, à ce titre, de bénéficier de médicaments supplémentaires. J'aurais ainsi un fonds de commerce intéressant J'assurais ainsi un fonds de commerce intéressant à mes confrères gynécologues, cardiologues, urologues, diététiciens. Un psychotique, c'est un bon client. Cette phrase, assortie de rires gras, de bulles de champagne et de petits fours, était une vérité célèbre dans les congrès de psychiatrie. Les plus chics colloques étaient financés par les neuroleptiques, indissociables de nos cas schizophrènes. Un bonheur. On se délectait de canapés, doigts de pied en éventail sous les cocotiers, grâce à ces gens qui voyageaient uniquement dans leur tête. Un nouveau schizo pris en charge, c'est 10 ans de vacances au soleil. Arm 26 lançait sa dernière molécule, le solaire. Ils avaient déployé leurs plus gros moyens pour nous faire adopter le solaire. Le but étant de détrôner la gespéridone que nous utilisions si fréquemment. Ils nous avaient gratifiés pour l'occasion de luxueux séminaires, nous vantant leurs molécules à grand renfort de données scientifiques irréfutables. Hôtel 5 étoiles à Saint-Barthélemy, cocktail à volonté, accès, plage, piscine et spa privé en illimité. 180 chambres entièrement occupées par des docteurs en psychiatrie. J'adorais observer mes confrères. Nous représentions une tranche de population à part et le condensé que m'offraient ces congrès était une occasion d'autocritique que je ne manquais jamais. Positionné dans le hall du palace, je les regardais déambuler avec l'ironie d'une spectatrice de café-théâtre. Muni d'un cahier de croquis et d'un crayon gris type HB, je crayonnais quelques dessins ou notais mes pensées, souriant seul à l'évocation mentale des scènes que
que je m'imaginais, une parodie de défilé de Jean-Paul Gaultier sous les yeux. Je m'étais installée sur un canapé avec une vue stratégique sur le tourniquet central qui permettait d'accéder à la mer. 3 parois vitrées étaient disposées en étoiles et insérées dans 2 demi-cercles transparents, laissant apparaître clairement les passants à l'intérieur. Ce spectacle était d'autant plus réjouissant qu'il donnait, à qui prenait le temps d'une analyse, un indicateur du niveau d'habileté psychomotrice de ceux qui l'empruntaient. Les portes automatiques se mettaient en mouvement toutes seules, un instant après le repérage de la présence par l'œil électronique. Elles pouvaient aussi se mettre à tourner par l'application d'une simple pression de la paume, s'activant alors en mode manuel. Si l'utilisateur s'impatientait avant le déclenchement et remettait une deuxième pression, le système s'arrêtait net. 2 solutions se présentaient alors. Attendre à nouveau la détection automatique ou exercer une 3e poussée. Pour le commun des mortels, c'était déjà un exercice délicat, nécessitant une excellente coordination des mouvements. Mais pour ce public d'ultra-cérébraux, une épreuve si technique relevait du défi. L'analyse du fonctionnement de ce sas et son appropriation par des psychiatres constituaient une animation fantastique. J'avais, depuis mon poste d'observation, tout loisir de saisir les traits de leur morphologie et quelques-uns de leurs traits psychologiques. Je retranscrivais mes impressions dans mon carnet. Candidat numéro 1. Une femme qui portait un maillot de bain 1 pièce et qui, visiblement, n'était pas épilée sous les bras. L'échancrure de sa tenue de bain me parut démodée car elle prenait quasiment une forme de short sur le haut des cuisses. Le motif fleuri apparaissait en relief sur un tissu du même ton. Les montures de ses lunettes étaient constituées d'un plastique rose nacré et vert d'eau. Elles m'apparurent totalement surdimensionnées sur son visage. Grâce à ses premières observations et à mes a priori bien ancrés, je fis d'elle un médecin de campagne, votant à gauche. Elle choisit d'attendre le déclenchement automatique. Ignorait-elle l'autre possibilité? Dans le doute, je la classifiais dans les individus timorés, névrotiques. Une fois dans le tourniquet, elle marcha à petits pas. Cette attitude me conforta dans l'idée que j'avais bien affaire à une personnalité pleutre, en recul, passive, le genre qui adorait la posture d'écoute de sa profession. J'ajoutais à cette analyse un symptôme dit du goût pour la discipline, qui en faisait une personne docile et malléable, qui travaillait très certainement en appliquant stricto sensu les manuels de référence. Ce dernier point en faisait une personne dangereuse dans l'exercice de sa profession, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Je pensais, quelle ironie d'être à la fois si sage et appliqué, et paradoxalement d'en devenir dangereux. Candidat 2, ou plutôt candidats 2 et 3. Un couple de psychiatres. Vêtus de Gucci et Prada, ils s'aspergeaient de parfums de couturier, tenaces et entêtants. Leurs lèvres étaient discrètement gonflées et les pommettes de madame étaient astucieusement relevées, ce qui m'amena à en conclure qu'ils fréquentaient un très bon chirurgien esthétique. Cet étalage financier me poussa à penser qu'ils votaient à droite. Je les imaginais facilement exercer sur la côte ou à Paris, ou mieux, partager leur temps entre les deux. Ils avaient bien entendu déconventionné leurs tarifs afin de pouvoir facturer 100 € la séance et ils adoraient les séminaires tout frais payés. Lui mit un coup sec avec la paume de sa main dans le panneau de verre pour le faire démarrer. C'était pour moi la manifestation de son sentiment de toute puissance. Il dominait l'objet.
Lui mit un coup sec avec la paume de sa main dans le panneau de verre pour le faire démarrer. C'était pour moi la manifestation de son sentiment de toute puissance. Il dominait l'objet. Dans sa grande supériorité sur la machine, il invita sa femme à passer devant lui. Mais elle, bien que psychiatre, portait des talons pas possibles et un sac transparent surchargé. Elle savait qu'elle devait accélérer le pas, sinon elle allait se faire rattraper par le battant. Mais elle n'y parvint pas si facilement. Ils passèrent de justesse. Une fois dedans, fiers d'avoir réussi cette épreuve, ils se détendirent et bombèrent le torse, forts de cette belle victoire. Lui avait bien envie de remettre un coup pour accélérer, c'était un homme pressé, presque un homme d'affaires, mais il avait compris que s'il le faisait, le labyrinthe interromprait sa course et sa femme, pas très dégourdie, se cognerait à coup sûr. À défaut, il passa longuement la main dans ses cheveux et se recoiffa pendant tout le trajet du tourniquet. Ils avaient horreur du ridicule et préféraient à tout prix éviter l'accident. D'autant qu'eux avaient remarqué que je les observais. Je refermai mon carnet, prenant à mon tour la direction de la plage. J'observai bientôt ma manière d'accéder dans le tourniquet. J'abordai l'épreuve avec méthode, suivant une procédure stricte, galvanisée par ma parfaite maîtrise de son fonctionnement, comme si j'avais été le technicien en charge de sa maintenance. C'était à l'heure des cocktails que nous faisions le plus avancer la recherche. J'aperçus de loin un homologue marseillais, un verre à la main. Il avait l'air d'être au centre d'une discussion animée. Contrairement à Marcel Ruffo, il était plus fan de l'OM que du 15 de France. Mais ils avaient en commun leur bonhomie et leur simplicité qui faisaient d'eux des personnages sympathiques. Je le saluai d'un petit coup de la main. D'un petit coucou de la main. Il traversa alors l'espace qui nous séparait, zigzagant habilement entre les convives pour ne pas renverser son cocktail. « Hé, salut Sophie! Ça fait plaisir de te voir, lança-t-il à mi-parcours. Il commença par m'expliquer qu'il allait écrire au laboratoire. Il voulait leur exprimer une réclamation car, au soleil, ce qu'il aimait le plus, c'était déguster un bon pastis et qu'il ne servait que des mélanges à base de fruits exotiques. Il avait du mal à croire qu'aucune boisson anisée n'était prévue et il ajouta en plaisantant. À croire que les gens de l'organisation n'ont aucune empathie pour nous ou quoi? Un silence de rire étouffé, pouffé s'installa. Puis j'ajoutai. Comment ça se passe à Marseille? Tout va comme tu veux? Je suis contente de te voir parce que là, je suis à deux doigts de la dépression avec tous ces psys. Je vais bien, dit-il en me souriant avec compassion et malice, puis ajouta. Surchargé, comme tout le monde, je suppose. Ah bah oui, moi aussi. J'ai commencé sur les chapeaux de roue. J'ai même eu les félicitations de mon banquier à qui je rembourse ma dette à une allure qu'il n'avait jamais vue. Remarque, on se plaint, mais dans un sens, ce n'est pas plus mal pour le business. Pour le business, oui, mais je suis déjà fatiguée. J'enchaîne les consultations de 8 heures à 20 heures minimum, plus les coups de téléphone de mes protégés entre deux ou même le soir tard. Tu vois, j'aimerais les accompagner du mieux que je peux. Je comprends, c'est l'illusion de la jeunesse, la fougue du débutant. C'est bien. Mais tu sais, aujourd'hui, la discipline dérive. On se récupère même des gens qui ne sont pas atteints. On soigne les non-malades. Maintenant, ça devient n'importe quoi. Je marquai un silence et fis une moue d'approbation. J'avais remarqué moi aussi que bon nombre des patients, bien que tournant en rond dans leur tête comme des lions en cage, ne présentaient pas vraiment de pathologie. Puis, sur un ton des plus sérieux, il me fit part de son analyse. Je peux en virer un tiers, moi. S'ils étaient simplement capables d'appliquer ces 3 consignes.
Premièrement, arrêter de s'occuper des affaires des autres ou commencer à s'occuper de leurs propres affaires et éviter de mélanger les deux. Deuxièmement, laisser le passé derrière eux et vivre un peu plus l'instant qui se présente. Troisièmement, se trouver des loisirs qui leur conviennent et qui les fassent progresser, même s'il s'agit de réaliser des canevas, de tapisserie, peu importe. Je le regardais un peu étonné et il me confirma. Un tiers, je te dis, qui ont oublié la base de la vie. Il se mit à rire encore. Je ne savais pas s'il était vraiment sérieux ou et attrapé un nouveau cocktail au vol sur le plateau du serveur. J'attendais Sophie à mon cabinet et, me remémorant notre entretien avec ses parents, je ne pus m'empêcher de penser qu'ils étaient clairement débutants en matière de soins psychiatriques ou psychologiques. Ils appartenaient pourtant à une génération qui avait œuvré en matière de psychothérapie. Ils n'avaient manifestement pas participé à la révolution de Palo Alto en 1970 et tout ce qui commençait par psy était une grande nouveauté pour eux. Le visiophone sonna. Je m'approchai pour ouvrir, c'était elle. Jean et basket, cheveux tirés en arrière. Elle manquait de féminité. Elle était toujours aussi fine, bien qu'elle eût pris du poids. Ni ses yeux ni ses lèvres n'étaient maquillés. Elle paraissait plus jeune que son âge, et malgré ses traits élégants, la façon qu'elle avait de s'arranger ne la mettait pas en valeur. Je lui ouvris en appuyant mon index sur l'interrupteur, le combiné tenu sur l'oreille avec mon autre main. Mes yeux continuaient de fixer l'écran vidéo qui déformait son image pour la faire paraître extrêmement gonflée. Comme à mon habitude, je vérifiai que personne n'entra derrière elle et que la porte fut bien refermée. Les surprises dans ce métier étaient la plupart du temps désagréables. Je préférais limiter les risques d'intrusion. Je n'allais pas chercher Sophie tout de suite, lui laissant le temps de se poser un peu et éventuellement de faire une petite introspection en salle d'attente. Je faisais cela systématiquement avec tous. J'avais remarqué que cela favorisait les échanges. Soit ils étaient plus calmes quand enfin j'allais les chercher, soit ils étaient en colère et se livraient sans concession. Je leur enseignais la patience par cette mise en situation et évaluais dans la foulée leur capacité à maîtriser leurs nerfs. Je trouvais que cette méthode améliorait le travail thérapeutique dans les deux cas. Sophie Krisen entra dans mon repère. Elle avait l'air d'aller mieux. Son visage, bien que boursouflé par les médicaments, était plus ouvert. Elle paraissait moins nerveuse, moins colérique. Je la trouvais plus paisible. Elle commença par me raconter ses difficultés avec le traitement, cet état de grande fatigue, le fait que, malgré ses cachets, elle avait toujours l'impression d'être pénétrée par d'autres. Qu'il y avait en permanence plusieurs personnes dans sa tête, qu'elle percevait des sensations bizarres, que ce soit en présence des autres ou même seule. Elle n'arrivait pas à se rassurer parmi eux. Elle les fuyait car le brouhaha et l'agitation l'angoissaient. Elle restait seule, mais du coup elle s'ennuyait, et puis elle se posait des questions sur son statut de malade mentale. C'était grave, défaillant mental quand même. Et que ce dernier point était peut-être son plus gros problème. Puis elle me raconta son quotidien à la faculté de manière fort terre-à-terre et factuelle. Je vais en cours, si j'arrive à sortir du lit. Après, je mange au foyer, en général une salade de riz que je confectionne moi-même avec les bacs à ingrédients. Enfin, je rentre car je n'ai pas d'amis. Le week-end, je vais chez mes parents, sinon je déprime tellement que c'est terrible. Et puis, j'ai plus d'envie, goût à rien. Je me dis en permanence que je suis anormale,
sans vraiment y croire. Sophie s'interrompit et laissa échapper un sourire. Après un court silence, pendant lequel son regard se promena dans la pièce, elle me demanda d'un ton de supplication. Mais qu'est-ce que j'ai au juste? Ma gorge se serra et m'obligea à tout sauter le plus légèrement que je pus. Je savais la question plus que délicate à ce niveau d'avancement de la thérapie. Je comprenais néanmoins ses interrogations et essayais d'y répondre au mieux, malgré la complexité de la tâche. Premièrement parce que poser un diagnostic de schizophrénie était irrémédiable. Tous les psychiatres le savaient, et puis nous devions le confirmer sur des années. Il aurait été prétentieux de fonder celui-là avec le peu de recul que je possédais. Deuxièmement, parce que la maladie elle-même était un mystère. Ce que je savais déjà, c'était que la dégradation venait de toute façon avec le temps. À l'origine, nous la nommions pudiquement délire psychotique, mais nous savions qu'elle dériverait vers une schizophrénie accompagnée de dépression, de paranoïa, d'angoisse, d'idées suicidaires. En fait, elle représentait le meilleur cocktail psychique car elle englobait de nombreuses sous-catégories. C'était une peste très sympathique, le Sex on the Beach de la psychiatrie. Honnêtement, nous ne savions pas grand-chose de ce que c'était au fond. Nous ne parlions même pas de maladie, mais de pathologie et de symptômes délirants. Je répondis donc à Sophie qu'elle avait un problème de gestion du stress. Vos synapses, vous savez ce qu'est une synapse, Sophie? C'est la connexion entre deux neurones. Nous sommes d'accord? Oui, répondit-elle. Donc vos synapses sont comme des bouteilles de champagne. Le stress, c'est les bulles. Hmm, fit Sophie, anesthésiée par sa camisole chimique. Elle était moins vive qu'auparavant. Avant, elle aurait pu répondre jolie métaphore. Mais aujourd'hui, elle n'était même pas consciente de l'avoir pensé. Donc ce fut Eh bien, le stress s'accumule et puis le bouchon saute. Des millions de neurotransmetteurs se déversent entre les neurones et envoient des messages chimiques dans tous les sens. Le problème, c'est que votre bouteille ne se referme jamais et que les neurotransmetteurs sont sécrétés en trop grande quantité et en permanence. Chin chin, lança-t-elle sans conviction. L'image me fit sourire et en effet c'était le moment où le champagne comme les pensées s'emballaient. Mes patients trinquaient, alors submergés par le flot d'informations leur survenant en même temps. J'ajoutai quelques explications les plus scientifiques que je pus. Les neurotransmetteurs, notamment sérotonine, dopamine, ne sont plus arrêtés et sont produits de manière continue dans l'espace intersynaptique. Il n'y a plus de bouchons, le flux est constant et trop important. Fit-elle. Le problème, c'est le stress, alors pas les bulles ni le champagne. Affirmai-je. Elle se tint silencieuse devant moi pendant un moment. Et vraisemblablement, mes explications ne l'avaient pas entièrement satisfaite. Elle avait l'air dubitatif, ses yeux regardant vers le haut, comme si elle cherchait des éclaircissements dans le plafond. Puis elle enchaîna, fronçant ses sourcils. Alors, dites-moi pourquoi la gisperidone? Ça agit comment? À cette question-là, peu de psychiatres pouvaient répondre et, au fond, peu de monde.
La découverte des propriétés des médicaments restait bien souvent mystérieuse, spontanée et inattendue, surtout en matière de posologie mentale. Quant à leur fonctionnement, je répondis donc qu'elle devait réguler la chimie du cerveau, puisqu'il était communément admis que tous les problèmes psychiques étaient nécessairement liés à un dérèglement de la biochimie du cerveau. Toute la psychiatrie était basée sur ce principe, alors même que les dosages de neurotransmetteurs étaient possibles depuis une paire d'années seulement et que personne n'était capable de les analyser, encore moins d'en tirer une quelconque conclusion. Voyant mon mutisme et dans l'impatience qu'elle avait d'accéder à un peu de compréhension, elle ajouta: Mais est-ce que ça agit contre le stress? Là aussi, je séchais, car le stress était une notion assez difficile à comprendre, elle aussi. Je savais que j'avais affaire à un esprit scientifique et que mes réponses ne la satisferaient pas. Je répondis donc un simple sans doute, bien sûr. Excusez-moi, docteur, mais je n'aime pas trop les molécules de synthèse comme ça. N'y aurait-il pas plutôt des tisanes ou des cours de sophrologie ou autres qui m'apprendraient à gérer mon stress? Je pense que ça me correspondrait mieux, même si je vous l'accorde, c'est beaucoup moins scientifique que votre méthode. Bien, Sophie, prenez vos médicaments et cela ira de mieux en mieux. On se revoit pour faire le point. Cette attitude classique chez mes malades était qualifiée de déni en psychiatrie. Nous aurions pu parler de dédramatisation, mais ce raccourci n'aurait pas été très professionnel. Il leur était très difficile de s'entendre dire qu'ils souffraient d'une pathologie psychique, alors que cette éventualité était d'autant plus facilement invalidée qu'elle leur était tout simplement impensable. Les souffrants n'acceptaient pas nos hypothèses, mais n'arrivaient pas à s'expliquer par eux-mêmes ce qu'ils ressentaient dans leur tête de manière rationnelle. Cette posture naturelle était à la fois dangereuse et indispensable, car salvatrice. S'ils sous-estimaient leur médication, ils plongeaient encore plus profond. S'ils en prenaient trop, ils n'accédaient plus à la surface. Ce qui était important, c'était le point d'équilibre. Et comme des funambules qui remonteraient sans relâche jusqu'à arriver de l'autre côté, ils tomberaient 1000 fois à le chercher. Préférant appliquer le principe de précaution, nous prescrivions des doses sécurisantes et un discours clair sur l'interdiction de remettre en cause leur pilule. J'avais étudié les racines grecques du mot neuroleptique. La vérité, c'était que le grec neuron signifiait nerf et le mot leptos affaibli. Ces molécules, littéralement, affaiblissaient les nerfs. Quant à en tirer des conclusions sur leurs effets avec le temps, un affaiblissement du système nerveux central comme du périphérique. Pour limiter ces risques, un dosage le plus précis possible et adapté aux personnes était un objectif à atteindre impérativement. Mais par peur, nous surdosions, ce qui a arrangé à peu près tout le monde. Les laboratoires, les hôpitaux, les soignants, la société, sauf les patients peut-être. Nous leur déléguions, sans pour autant les en informer, la responsabilité d'ajuster leur dose, en souhaitant que, malgré les prises que nous leur imposions, leur système nerveux soit encore assez fonctionnel pour qu'ils puissent ressentir ce dont leur corps et leur tête avaient besoin et pouvaient supporter. Ils devaient ensuite se trouver leur propre rempart physique parmi leur entourage, proche ou le corps médical. La hauteur de ces garde-fous devait être calculée précisément, elle aussi.
N'étant que très peu axés sur des consultations en profondeur de nos usagers, dans leur intimité, leur habitation, leur vie, notre limite de compétence était évidente en termes de guérison. Notre rôle se cantonnait à délivrer des barrières chimiques, espérant que tout le reste serait mis en place par les patients. Ils avaient, comme dans les jeux télévisés, la possibilité d'utiliser leur joker familial ou l'appel à un ami, comme à Qui veut gagner des millions, et avaient aussi peu de chances de s'en tirer sans trop de dégâts que de gagner le million. Nous en sauvions très peu avec ces règles déontologiques. Peut-être parce que nous ne prenions pas la peine de leur expliquer que le travail n'était clairement pas d'être des patients, mais bel et bien des acteurs. Que nous oublions, faute de temps ou de persévérance professionnelle, de leur dire qu'ils devaient trouver et installer leur balustrade, que la hauteur réglementaire était d'1,10 m pour ce qui était des balcons et que s'il fallait grillager le reste par sécurité, qu'ils le fassent. Qu'ils devaient tolérer de rester chez eux derrière leurs propres jalons si la météo interne de leur tête préconisait un niveau de vigilance élevé. Nous évitions par principe de leur enseigner à vivre avec leurs différences et à gérer leurs symptômes comme leurs pilules. Il eût sans doute aussi fallu leur révéler que nous dealions, nous aussi, avec nos propres démons, ce qui aurait fluidifié nos échanges, les rendant bilatéraux. Ce dernier point nous aurait mis à égalité avec eux. Même si cela semblait indispensable à une relation saine, nous nous l'interdisions parce que cet aveu aurait pu nous rendre vulnérables. Le protocole exigeait que nous n'écoutions que d'une oreille et que nous bloquions tout sentiment d'empathie, au risque de tomber malades nous aussi. La compassion bienveillante aurait pu, en théorie, nous permettre de dépasser le simple partage des émotions négatives et ainsi améliorer l'état de nos patients. Mais nous apprenions à être hermétiques aux maux que nous côtoyons, plutôt qu'à les transcender. Et puis certains d'entre eux n'auraient pas accepté un médecin qui aurait prétendu être plus fort que ce qu'ils expérimentaient. Pour certains, la maladie était un refuge où ils se complaisaient, pas assez mûrs pour véritablement vouloir s'en sortir. Elle avait quelque chose à leur dire d'eux-mêmes et chacun prenait le temps qui lui était nécessaire pour entendre le message. Nous travaillons la plupart du temps de manière procédurale, nous posant le moins de questions possible. Venir profondément en aide à nos clients aurait impliqué un investissement personnel plus prononcé. Nous exercions de manière dégradée, ne comptant plus les pertes collatérales que ce mode de fonctionnement engendrait. Je laissai partir Sophie, ne lui disant rien de tout cela. Je n'étais pas censée lui expliquer. Au mieux, elle le comprendrait par la suite. Au pire, leur tournée. Je lui planifiai un nouveau rendez-vous.